8 décembre 2127. La Terre s'apprête à livrer le plus dur combat de son histoire face à une menace extraterrestre. Ce sera une course contre la montre, car aucun des deux camps n'a de ressources illimitées. Les aliens sont venus en force et ils n'auront pas peur de frapper fort dès le début du conflit. Ce sera une guerre cruelle, sans concession, car aucun des deux camps ne se rendra, aucun quartier ne sera demandé et aucun quartier ne sera fait. Toutes ces vies seront telles des étincelles virevoltantes autour d'un feu, et une fois tombées au combat, elles redeviendront la poussière d'étoiles dont elles sont issues. Bienvenue dans ma 3e vidéo, pour présenter cette fois mon automaton en lien avec le jeu Invaders. D'abord, merci à Mark Chaplin pour avoir créé ce jeu au thème si fort. Et merci également à Chechu Nieto pour ses graphismes qui collent parfaitement au thème. Avant de vous présenter mon automaton, rappelons le contexte. « 2100, union de tous les gouvernements pour former celui de la Terre unifiée. 2115, maîtrise de la fusion et lancement de la conquête spatiale des planètes joviennes. 2120, maîtrise de l'antimatière et lancement de la conquête spatiale hors système solaire. L'humanité conçoit un nouveau type de navette capable d'emporter 10 personnes sur 3 parsecs. Essor fulgurant de l'exploration spatiale qui connaît un âge d'or. De nombreuses exoplanètes sont analysées par les missions d'exploration successives. Aucune ne contient de forme de vie plus évoluée que les micro-organismes. Tous les espoirs de la race humaine sont à présent à portée de main en termes de ressources, d'espace et d'énergie. 2125, établissement hors système de la première base humaine, Waypoint One. 25 octobre 2126, extrait et communication interceptées, non loin de Waypoint One. Waypoint One, ici la Major Alexia Bennings du VSI Hans Fallada, en mission de reconnaissance vers l'objet non identifié qui se dirige vers vous. À première vue, il s'agirait d'un gros astéroïde. Quel nom choisiriez-vous pour baptiser un tel monstre? Major Bennings, ici le contrôleur analytique. Ce n'est pas un astéroïde, c'est en métal inconnu. Toi? Mais c'est impossible. Si c'était un vaisseau, il ferait des kilomètres de long. Waypoint One, je prends les commandes en manuel et lance une mission d'investigation. Major Bennings, soyez prudente, car les scanners indiquent des formes de vie. Waypoint One, nous avons rencontré le plus incroyable... Waypoint One n'entendit jamais la fin du message. Un rayon de mort traversa les étoiles et fit exploser le pont supérieur du VSI Hans Fallada, transformant le vaisseau en une gigantesque boule de feu. Premier contact, 25 octobre 2126. Destruction du VSI Hans Fallada. Perte humaine, 9. Second contact, 4 novembre 2126. Destruction de Waypoint One. Perte humaine, 63. Troisième contact, 6 décembre 2126. Entrée de la flotte alien dans le système solaire. Pour la première fois de son histoire, la Terre est confrontée à un ennemi venant du vide spatial. 7 décembre 2126. Réception du message en provenance du vaisseau mère alien. Habitant de ce système, je suis le légat en charge de cette flotte. Mon vaisseau mère déploiera bientôt parmi vous les avant-gardes de mon peuple, les asservisseurs.
Aussi, je vous le demande comme une faveur que vous feriez à vous-même. Déposez vos piètres armes afin de ne pas connaître le goût amer de la défaite. Vous ne pourrez rien contre nous. Sachez que nous n'avons qu'un seul credo, la guerre. Et nous avons vaincu sans mal tous ceux qui ont osé nous résister. Nos scanners nous indiquent que votre planète regorge de vie. Cela tombe bien, nous avons faim. Attendez-nous. Nous serons bientôt là. Nous accepterons votre reddition inconditionnelle. Et si vous êtes assez intelligent pour le faire, et ainsi nous épargner un gâchis de ressources, nous accepterons de laisser vivre une petite partie de votre espèce. Bien sûr, elle sera hybridée avec nos gènes, et ainsi pourra nous servir à asservir d'autres systèmes. Mais au moins, votre espèce survivra. Mais si vous faites l'erreur de nous combattre, sachez que nous vous réduirons d'un néant. Nous briserons vos villes et nous éparpillerons vos maigres forces, tels des fétus de paille plongés dans le feu de la guerre. Vos enfants mourront et votre espèce s'éteindra. Choisissez, mais choisissez bien. Panique générale et proclamation de la loi martiale au niveau planétaire. « 8 décembre 2126. Allocution du président Anja Ran. Nous pensions être les seuls dans l'univers. Nous pensions être le summum de l'évolution. Et depuis l'unification de la Terre, tous les espoirs étaient permis. L'exploration de l'espace s'annonçait sous les meilleurs auspices et l'avenir semblait radieux. Nous nous sommes trompés. Et la guerre est à nos portes. Mais si nous tenons bon, si nous repoussons ces envahisseurs, ces asservisseurs comme ils se nomment eux-mêmes, si nous les vaincons, alors nous serons plus forts et nous mériterons notre place parmi les étoiles. Vous avez peur ? Moi aussi. Qui tombera durant cette guerre qui s'annonce? Vous? Moi? Votre voisin? Votre frère? Tout comme Alexia Bennings, faisons notre devoir et permettons à l'humanité de perdurer. Mes mots semblent creux face à leurs vaisseaux et leurs armes, et nul doute que nos pertes seront terribles. Mais notre force ne vient pas seulement de notre technologie. Elle vient avant tout de notre cœur et de notre âme. Oui, nous avons un cœur, et chacun de vous peut le sentir battre en son sein. C'est sa force qui vous permettra de vous lever et de vous tenir prêt à lutter debout le moment venu. Oui, nous avons une âme, et c'est elle qui brillera dans le feu des combats. Vous la verrez s'étioler sous les coups de l'ennemi, mais nous rendrons coup pour coup. Et s'ils détruisent nos villes, nous détruirons leurs vaisseaux.
Et s'ils tuent nos enfants, alors nous les exterminerons jusqu'au dernier. Qui est avec moi ? Fin de la panique générale et début de la guerre contre l'envahisseur alien. Mobilisation générale au niveau planétaire. Toutes les ressources disponibles sont acheminées aux fabriques d'armement qui vont pousser à leur maximum leur production. Tous les scientifiques sont réquisitionnés afin de soutenir l'effort de guerre. Le 15 mars 2127, envoi des vaisseaux semeurs pour polliniser la Terre. Les défenses terrestres sont saturées et ne parviennent à en stopper que 15%. Prolifération de fermes de vie immigrantes. 8 décembre 2127. Ordre de bataille de la Terre unifiée. Moi, Amjad Khan, je prends en charge l'Africa. À bord d'Air Force One, je prends sous mon commandement direct le déploiement de toutes les flottes aériennes de reconnaissance, d'attaque au sol ou d'interception. Professeur Argelia Troy, vous devez maintenir pour nos forces aériennes un approvisionnement continu depuis la zone 51 de nos derniers modèles d'armes. Et j'espère que vos travaux sur les boucliers de camouflage sont presque terminés. Mais bien sûr, la priorité reste le déploiement des Jaegers. Leur coût dépasse l'entendement, mais chacun d'eux vaut une armée. Maréchal McNamara, je vous confie le NORAD. Attaquez avec tous les satellites qui ont survécu à l'assaut alien. Ils doivent servir jusqu'au dernier. Et bien sûr, votre priorité sera la destruction du vaisseau mère. Et n'oubliez pas de terminer de rendre opérationnelle notre base lunaire. Vice-présidente Rosalind Chase, tenez bon le Pacific Rim depuis la Maison Blanche. Vous serez épaulé par le général Shacia Barnes depuis New York. Vous avez dès à présent le commandement de toutes nos forces conventionnelles terrestres. Rassurez-vous, nos derniers modèles de tanks sont à présent opérationnels. Poursuivez l'effort de nos forces spéciales afin de trouver les points faibles de l'ennemi. Quant aux cellules de résistance qui se sont créées depuis le débarquement alien, activez-les là où cela fera le plus mal. Enfin, protégez nos arsenaux, car nous ne pourrons nous permettre de les perdre. Colonel Kane, notre sort reposera entre vos mains. Car si vous perdez l'Eurasia, c'est terminé. Et c'est le sort de l'espèce humaine qui est en jeu. Paris étant déjà tombé, vous devrez défendre Londres à tout prix. Pour ce faire, vous disposerez de nos flottes navales et sous-marines. Faites bon usage de notre base sous-marine en Sardaigne. Puisque c'est vous qui aurez à supporter le plus l'assaut alien, je vous transmets l'ensemble des codes de lancement de nos ICBM. À tous, bonne chance et que Dieu vous garde. 8 décembre 2127. Message secret à l'attention du docteur Kit Harkins. Docteur, nous ne pourrons pas gagner cette guerre. Nous ne ferons que les ralentir. Aussi, vous êtes notre seul et unique espoir. Ne quittez sous aucun prétexte votre base en Antarctique. Vos recherches, accomplies sur le génome alien depuis qu'ils ont atterri sur Terre, sont le bien le plus précieux que nous ayons. Mais, docteur, ces recherches, vos recherches, doivent se terminer avant que tous les héros qui se sont levés ne soient tombés. Avant que toutes nos villes ne soient rasées, avant que toutes nos forêts n'aient brûlé, avant que tous nos océans ne soient asséchés. Vos travaux sur les armes chimiques ne sont que secondaires.
Vous savez que la seule issue à cette guerre est le projet Aluring Succubus. Si l'ennemi vous trouve, c'est terminé. Si vous ne finissez pas vos recherches à temps, c'est terminé. Toute notre histoire, tous nos écrits, tous nos accomplissements, vous les tenez entre vos mains. Tout ce qu'ont accompli nos pères et leurs pères avant eux nous ont conduits à ce jour. Leur faire défaut maintenant, c'est nous condamner à l'oubli. Docteur, l'humanité compte sur vous. Réponse du docteur Kit Harkins. Copie date. Simultanément, le 8 décembre 2127. Ordre de bataille des asservisseurs. Émissaire, je vous charge de recevoir la soumission des primitifs qui habitent cette planète. Donnez pour avant-poste cette première ville que leurs pitoyables forces ont quittée. Les vers sortis de nos bottes d'infestation roulent dans cette ville. J'ai déjà ordonné le largage des sondes mentales et des bombes au crayon afin de s'occuper de leur dernière force. Je vous laisse initier le programme d'hybridation. Sélectionnez dans les camps où sont parqués les survivants les éléments les plus prometteurs. Ne négligez pas votre action pour corrompre leur foi et libérer ceux qui seront prêts à nous vénérer. Ô prêtres, je vous laisse déployer en masse nos légionnaires, appuyer les engins biomécaniques armés d'armes soniques. Si nécessaire, demandez le renfort de nos léviathans. Dès à présent, demandez à nos veuves noires de dresser les toiles qui couvriront leur ville et masqueront le ciel. Une fois le terrain inspecté, lancez nos précieux tripodes d'assaut lourds, cela les mettra à genoux. Enfin, ne négligez pas de déployer nos roules. Elles sont bien connues pour leur efficacité en mode furtif. De mon côté, je resterai à bord du vaisseau mère et je superviserai le déploiement ponctuel de nos kaiju. Nul doute qu'une fois déployés, ces derniers mettront à terre toute résistance. Mais avant tout, je reste vigilant sur notre plus haute technologie. Nos processeurs atmosphériques sont déjà à l'œuvre, et notre accélérateur au tachyon est déjà opérationnel. Quant au manipulateur de trou noir, je ne l'utiliserai que si cela s'avérera nécessaire. Enfin, je ne quitterai pas des yeux notre machine de guerre ultime, notre générateur de matière noire. J'ai encore besoin de temps, mais une fois le processus à son terme, il fera cesser toute résistance. 8 janvier 2128. L'invasion globale commence. 10 janvier 2128. Offensive progressive des asservisseurs. 15 février 2128. Les aliens étendent leur emprise. 21 février 2128. Les premiers kaiju arrivent sur Terre. Et les forces terrestres ne peuvent pas encore les vaincre. 13 mars 2128. Le professeur Argelia Troy termine ses recherches sur les camouflages. 20 mars 2128. Malgré de nombreuses pertes, les asservisseurs prennent pied sur tous les continents, sauf l'Antarctique qu'ils considèrent comme inhabité. 5 avril 2128.
le maréchal McNamara termine la base lunaire. 15 avril 2128. Malgré de furieux combats, rien ne semble arrêter les Aliens. 6 mai 2128. Fin du déploiement secret des Jaegers en prévision de la contre-offensive terrestre. 26 mai 2128. L'humanité semble sur le point de succomber. Le colonel Kane résiste à tous les assauts. Londres tient bon. Perte humaine, environ 200 millions. 4 juillet 2128. Lancement de la contre-offensive générale de la Terre unifiée, y compris avec les armes chimiques déployées depuis l'Antarctique. 14 juillet 2128. L'humanité reprend l'initiative et les kaiju tombent face aux Jaegers. Grâce à la base lunaire, la flotte alien perd 30% de ses vaisseaux et des millions de biomorphes meurent dans le vide glacial de l'espace. Les forces du colonel Kane libèrent une partie de l'Eurasia. Quoi? Ces primitifs ont surlevé contre leur maître. Ils l'auront voulu. Redéployer la flotte. Les aliens atomisent la Lune. Puis ils ripostent en faisant fondre les glaces afin d'accroître l'impact du tsunami créé artificiellement. Ils cherchent activement la base cachée en Antarctique, mais sans succès. Enclencher le manipulateur de trou noir. 1er août 2128. 1 milliard d'êtres humains sont anéantis en une seconde, ainsi que 50% des forces aliens déployées sur Terre. Chargez le convertisseur stellaire avec l'énergie du Tesseract. New York est pulvérisée. Le Pacific Rim est perdu, et les dernières forces du maréchal McNamara quittent le NORAD pour une mission suicide vers le vaisseau mère. Déployé sur Londres, notre titan, le revenant. Les Jaegers du colonel Kane tombent face à ce monstre. Londres est sur le point de tomber. Le colonel Kane ordonne une frappe sur sa position. Londres en direct du front. Dernier message du colonel Kane. God save mankind. À Londres, plus rien ne subsiste et l'Eurasia est sur le point de tomber aux mains des Aliens. L'Antarctique est investie et l'intégralité des recherches du Dr Kit Harkins sont perdues. Abordage du vaisseau mère par le maréchal McNamara qui place une charge nucléaire en son sein. Comment mourir mieux qu'en affrontant un danger terrible pour les cendres de ses pères et l'autel de ses dieux? Destruction du vaisseau mère alien et éparpillement du reste de leur flotte. Victoire des forces de la Terre unifiée. Vous aussi, vous voulez défendre la planète et la préserver des sales pattes griffues des aliens? Voulez-vous vivre à jamais dans le cœur de l'humanité reconnaissante? Avec le card driven board game Invaders, c'est possible. Merci à Mark Chaplin et à Chechu Nieto. De plus, vous voulez y jouer en solo, avec une IA qui luttera contre vous? Pas de problème. Avec le CDG Solo System, mis au point par GMT Games et qui est gratuit. Et avec le petit coup de pouce de mon automaton qui jouera le camp Alien. Invaders est un jeu simple, certes, mais riche, très riche, car il faut peser chaque action. Chacun des deux camps possède des ressources limitées. 70 cartes chacun avec le jeu de base et 90 cartes avec l'extension. L'une des conditions de défaite est de devoir piocher et de ne plus avoir la possibilité de le faire. Mais pour mettre les cartes en jeu, ce n'est pas payé avec une ressource supplémentaire, mais avec les cartes elles-mêmes, ce qui est génial comme principe. En guise de paiement, soit vous défaussez un certain nombre de cartes de votre main, soit vous défaussez des cartes depuis votre deck. Ce qui a pour conséquence que pour un match, cela assure une très grande rejouabilité, car vous ne mettrez en jeu qu'une fraction de vos cartes. Cela fait de chaque carte que vous jouez une décision difficile, car beaucoup de cartes ne seront pas jouées, puisqu'elles seront nécessairement mises à la défausse. Ce principe, combiné à la grande variété des cartes et les multiples possibilités à une même situation,
rendra chaque partie unique. Je tiens à remercier le créateur Daniel Garavani. Je me sers de quelques-unes de ses œuvres pour ma musique de fond. J'ai utilisé Behemoth, All Has Been Lost, Unforgotten et The Demise, ainsi que Remember Us. Voilà, je tenais à le remercier. C'est chose faite. Si vous voulez, vous pouvez avoir accès aux règles par Board Game Geek, le jeu Invader, section fichiers, en anglais ou en français. Pour l'extension, c'est Invaders Armageddon, dans la section fichiers aussi, mais là c'est que en anglais. Des explications à propos du jeu, vous pouvez aller dans la section vidéo et regarder la vidéo de Tom Vassell. Très utile, vous trouverez également dans la section fichiers le sommaire. Donc c'est un récapitulatif avec les différentes phases de pioche, phase principale et phase d'attaque. Pour les Français, vous trouverez dans la section fichiers les traductions des cartes. Ce sera sous la forme de 4 PDF. 2 pour les aliens, 2 pour l'humanité. Ceux qui ne parlent pas français, je suis désolé, mais les explications de l'automaton, je ne peux les faire qu'en français. Et tout sous-titré, c'est beaucoup de travail. Essayez peut-être de suivre si vous pouvez, sinon donc il y a un certain nombre d'exemples dans le document, et je vais faire aussi des exemples au niveau vidéo, donc vous pourrez regarder ces exemples, je vais chapitrer la vidéo. Aussi le document qui va vous permettre de jouer en solitaire avec une intelligence artificielle ou automaton pour le camp alien. Il y a 12 pages, mais n'ayez pas peur, c'est assez simple au final. Donc là c'est en anglais parce que c'est le document que je vais mettre en premier sur Board Game Geek, mais je vais le refaire aussi en français, ne vous inquiétez pas. Donc en premier, au niveau du setup, vous voyez qu'avec l'extension, on a des stratégies supplémentaires, ainsi que le vaisseau mère en plus, mais on a un setup normal, plus les plateaux du CDG Solo System. Vous pouvez télécharger le CDG Solo System, hein, donc c'est gratuit. En premier, pour le setup, l'automaton partage son deck en 3 parties. Pour le jeu de base, qui contient donc 70 cartes par camp, 25 cartes pour la partie 1, placées au-dessus de 25 cartes pour la partie 2, placées au-dessus de 20 cartes la partie 3. Et si on joue avec l'extension, 30 cartes pour chaque partie. Et là, on a quelques cartes qui ne sont pas jouées. Voilà, tout simplement. J'ai mis aussi le plateau du joueur humain, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez jouer normalement. Ou vous pouvez, comme moi, jouer à égalité en prenant pour les humains, tout comme l'automaton, le plateau du CDG Solo System. Vous faites comme vous voulez. Mais donc je l'ai mis comme exemple. Donc là, l'automaton, après avoir constitué son deck, pioche et met la première carte, deuxième carte, comme d'habitude, face visible, troisième, quatrième, cinquième carte, face cachée. Voilà. Sur l'humain, donc ce sera la même chose, même type de déploiement, au niveau des cartes de sa main sur le plateau du CDG Solo System. La seule différence par rapport au jeu de base, c'est qu'on commence avec 3 jetons de commandement au lieu d'un seul, pour équilibrer un petit peu les choses. Ici, si vous avez l'extension, vous choisissez les stratégies comme vous le souhaitez. En tant qu'humain, je recommande 3. Mais pour l'automaton, vous devez choisir ces 3 stratégies pour lui. Également, avec l'extension, donc il y a des nouvelles habilités pour certaines cartes, mais qui exigent une zone d'invasion de ville, City Invasion Zone. Et donc ça fonctionne avec ces 4 villes, Paris, Dubaï, Londres, New York.
Donc c'est pas nécessaire qu'elle soit sur le continent adéquat comme le jeu de base. Simplement, il suffit qu'elle soit dans la même les cartes avec les habilités, avec la cité dans la même invasion, la zone d'invasion. Donc ça c'est la zone d'invasion du Pacific Rim. Donc là on a Paris, donc cette carte a sa capacité qui est valable. Donc on pourra lui mettre un jeton +1. Ici aussi, là l'Eurasia, on a Dubaï, ici. Et ici, on a Londres sur l'Africa. Voilà, c'est tout simple. Alors, le principe le plus important pour l'automaton est résumé en delta power value, ou valeur de puissance, différence de valeur de puissance. Donc si on regarde les exemples, là en Afrique, le joueur humain a 1 en puissance plus 3, 4 pour l'humanité. Le joueur alien a 2, donc il perd de 2. Ici, l'humain a 1 et 3, ça fait 4. Ici, on a 7 et 4, ça fait 11 pour l'alien. Donc il gagne de 7. Ensuite, donc c'est ça le delta power value. Là, on a une valeur négative, il perd de 2. Et là, on a une valeur positive, il gagne de 7. Ici, on a un autre exemple avec l'Eurasie. On a égalité, puisqu'ici, on a 5 moins 3 jetons de 1, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. Et là, on a 4, 5, 6, puisque cette carte a un bonus avec l'Eurasia. Donc là, on a égalité. Voilà, une fois que vous avez bien compris ce principe, tout le reste, ça va couler de source. Voilà, donc ici, on a les différentes phases. On a la phase de pioche, donc on roule un dé de destin. Donc c'est 2 cartes par tour, donc il faudra jeter 2 dés par tour pour l'automaton. Ici, on joue des cartes. Donc pour jouer des cartes, simplement, on regarde. En premier, il va essayer de jouer les cartes ultimes. Dans cet ordre-là, des plus fortes aux moins fortes. Mais elles ont toutes une utilité qui est très forte. Et donc, il va commencer par celle-ci. Ensuite, s'il n'a pas de carte ultime à jouer, en second, il va essayer des cartes de destruction, de location, donc de lieu. Donc dans cet ordre-là, pareil, j'ai mis un classement. Et ici, en troisième, s'il n'a pas de carte ultime ou de carte de destruction de lieu, il va essayer de jouer donc les cartes de technologie ou de soutien. Donc elles ont ces icônes, ces cartes-là. Et donc en premier, les cartes qui détruisent des cartes en jeu. Donc en premier, donc s'il peut détruire une location, il va le faire, donc un lieu. En second, s'il va essayer de détruire une carte qui va lui permettre d'obtenir la plus grande différence de valeur de puissance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau des valeurs de puissance, ici par exemple, si l'alien gagne de 7, l'humain va devoir se défausser de 7 cartes. Il n'a plus de cartes à piocher, il a perdu. Donc, il faut faire défausser. Pour faire défausser, il faut que la différence soit la plus forte possible. Voilà, donc c'est ce qu'il va tout le temps essayer de faire, tout simplement. Donc là, il va essayer de détruire une carte qui lui permettra d'obtenir une plus grande valeur de puissance. Par exemple ici, il détruit New York, il passera à 8. Et donc il fera défausser 8 cartes. Voilà, c'est tout simple. Vous verrez, ça paraît compliqué comme ça, mais en réalité, en jouant, ça va être beaucoup plus simple. Donc il va essayer parmi les 3 zones d'invasion, et si il peut détruire quelque chose, mais pas sur les 3 zones d'invasion, à ce moment-là, il le fera sur la zone d'invasion du vaisseau mère. Bien sûr, s'il peut s'il peut détruire 2 cartes, ce sera mieux. Mais
S'il peut en tuer qu'une seule, bah c'est pas si grave. Après, s'il n'a pas de cartes qui détruisent des cartes en jeu, il va essayer de détruire des cartes défendeurs. Hein, donc c'est celles qui ont cette icône-là pour l'humanité. Bien sûr, toujours pareil, de détruire 2 cartes, c'est mieux que d'en détruire qu'une seule. Hein, ça dépend des cartes qu'on joue. Là, on détruit 2 cartes, une carte. Ici, on en détruit 2, là, on en détruit qu'une. Et donc, toujours pareil, essayer d'obtenir la différence de valeur de puissance la plus grande. Donc, soit sur une des 3 zones d'invasion de la planète, soit sur le vaisseau mère. Voilà. Mais le vaisseau mère en dernier, puisqu'il n'y a pas de drain par rapport à la force, par rapport au delta de puissance. Il n'y a pas de carte défaussée à partir du deck. Donc c'est moins important, c'est moins prioritaire. Après, il peut faire la même chose, mais avec un sacrifice. Donc là, on a une carte spéciale qui permet de détruire, mais en sacrifiant une de ses unités. Donc il détruira toujours une unité rouge, donc ce sont les invaders, et pas les unités désolators, qui sont trop précieuses. Et seulement avec une puissance de 1. Donc là, par exemple, lui, il a une puissance de 2, 1 plus 1, bah, il va pas la sacrifier. Voilà, tout simplement. Et enfin, donc les dernières cartes Scourge ou Alien Tech, dans cet ordre de priorité. Et celle-là ne sera jamais jouée puisqu'elle sert pour obtenir de l'énergie. Donc elle compte pour 3 points de défausse. À présent, on voit que si l'automaton n'a pas de carte ultime à poser, pas de carte de destruction, de lieu ou de destruction tout court, donc pas de carte technologique ou de soutien, et ben voilà, il déploie ses troupes, il amène des renforts, donc en choix numéro 4, et donc c'est les cartes les plus nombreuses bien sûr, et ces cartes de renfort, donc il va les poser de la plus forte à la plus faible, selon le coup. S'il peut pas poser la plus forte, bah, il va regarder le grand d'en dessous, etc. En sachant que ce sera toujours 4 cartes sur une zone d'invasion, pas plus. J'ai mis le petit rappel. Et donc, quelle zone d'invasion? Eh bien, sur celle qui permettra d'avoir, toujours pareil, le plus important delta de valeur de puissance. Et donc, s'il y a égalité, bah, c'est le Razia qui prédomine, car si l'humain perd le Razia, il a perdu. Et s'il y a égalité, donc par exemple entre l'Africa et le Pacific Rim, bah, il faut jeter un des 6. Donc là, on voit un exemple. Donc on a quelques cartes qui sont visibles. Donc là, j'ai fait exprès, mais bon, ça va arriver très rarement, mais d'avoir 3 cartes pardon, qui ont des valeurs de force identiques, donc 5 pour chacune des 3 cartes. Donc là, comment faire pour choisir? Bah, tout simplement en prenant d'abord les habilités qui sont garanties, des plus fortes aux plus faibles, aux habilités qui donnent des bonus qui sont possibles. Et donc pareil, des plus forts, des plus intéressants, moins intéressants. Et ensuite, il y a des cartes qui, par défaut, ont des habilités qui sont possibles, mais qui peuvent passer à des habilités garanties s'il y a certaines cartes qui sont déjà en jeu ou dans la défausse. Donc j'ai tout classé, tout y est, donc on a 24 possibilités. Et s'il y a encore égalité, bah là on jette un dé de 6, hein, voilà, tout simplement. J'ai mis quelques exemples de cartes réponses ou de cartes avec mouvement. Quoi qu'il en soit, donc si on reprend l'exemple, on a donc une carte, la première c'est Salvatore Dali, Strider Creatures, qui est classé en 16e position, l'Intruder Drilling Apparatus en 17e position, et le Medusa Assaut Véhicule en 11e. Bon bah voilà, il va prendre tout simplement le slot C, et il va la poser où? Bah après on regarde l'état value sur chaque continent, donc Afrique -3, Eurasia -4, Pacific Rim +2, bah voilà, ce sera le Pacific Rim. Et donc avec une arrivée d'une créature force 5, eh ben c'est cette carte que devra défausser l'humain. Voilà, ça va aller très vite. Mais il fallait faire un ordre, c'était important. Ensuite, il regarde dans quel tiers il est.
S'il est dans le premier tiers, il joue toutes les cartes, même les plus coûteuses. Par exemple, celle-ci coûte 8, bah, il va essayer de la jouer, mais bien sûr, il faut qu'il puisse défausser 8 cartes. C'est pas toujours facile à faire. De base, c'est pas possible, puisqu'il n'y en a que 5 sur le plateau. Mais vous verrez, il y a beaucoup d'opportunités de gagner d'autres cartes. En tiers 2, il ne jouera que des cartes qui ont une valeur de puissance de 5, de coût de 5, pardon. Ici, en tiers 3, des valeurs de 4 en coût. Juste un point à préciser, les cartes donc, qui vont devenir trop chères deviendront des cartes qui vont simplement servir en tant que ressources pour jouer d'autres cartes. Elles vont devenir des cartes à défausser. Par exemple, quand celle-ci, si on prend celle-ci, son titan, là, le revenant, donc il a une force de 8, mais il a un coût de 8. Donc, s'il est dans son deuxième tiers de deck, deuxième partie, bah, elle ne va plus valoir que 0 en puissance. Donc, elle devient prioritaire pour défausser des cartes pour pouvoir jouer d'autres cartes. Pour les poser, il va défausser tout simplement les cartes de gauche à droite qui sont cachées. Et s'il n'y en a pas assez, par exemple là on a un coût de 3, hein, la carte de tout à l'heure là, on a vu qu'elle coûtait 3, vous voyez, 3 en défausse, et ben il va défausser cette première carte, puis cette deuxième carte, et puis il va défausser une carte plus faible qui n'a pas été sélectionnée, on l'a vu pourquoi tout à l'heure, voilà, et laquelle il va faire. Puisqu'elles sont à égalité, elles ont toutes les deux la valeur de puissance de 5. Puisque les cartes visibles, c'est de la plus basse à la plus haute power value. Il va d'abord sacrifier les cartes les plus faibles. C'est bien naturel. Et donc, ici, on a un coût de 0. Là, on a un coût de 2 et de 3. Donc, s'il y a encore égalité sur la power value, donc sur sa puissance à la carte, eh ben on va prendre, on va défausser celle qui coûte le plus cher. Comme ça sera plus facile à poser pour la suite. Et donc, il va défausser ses troisième cartes et il pourra mettre en jeu Médusa, Assaut, Véhicule. Voilà. Ici, un autre cas, si vous avez par exemple une sixième carte, elle est posée sur le slot A, bah vous défaussez les cartes donc face cachée, de gauche à droite, première, deuxième, troisième, et voilà, hop, vous pouvez la mettre en jeu. Donc ici, je rappelle la procédure, vous défaussez donc les cartes, ensuite vous jouez la carte, vous la posez sur le continent qui va permettre d'obtenir la plus grande delta power value, donc la plus grande valeur de puissance, différence de valeur de puissance, pour pouvoir faire défausser l'humain. Et après, bah, il recomplétera par rapport au deck les cartes, les slots qui sont vides en face cachée. Alors par contre, il défausse jamais de carte ultime, hein, donc ça arrive pas. Hein. Il faut quand même pas exagérer. Voilà un exemple. Donc l'automaton, il essaye en premier les cartes ultimes. Ça tombe bien, il en a une. Il y a l'accélérateur tachyon. Par contre, lui, il réclame une carte de Desolator dans sa défausse. Voilà. Il ne sera jamais joué pour les cartes rouges, Invader, ni pour le stratégie marqueur. Ce sera uniquement pour ramener en jeu les cartes de Desolator. Voilà. Si on revient sur notre exemple, il ne peut donc pas jouer, puisqu'il n'a pas de carte violette, de troupe violette dans sa défausse, il ne peut pas jouer l'accélérateur tachyon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il regarde au niveau des choix, c'est quoi le choix suivant? Bah, des cartes qui peuvent éventuellement détruire des lieux, parce que les lieux c'est assez méchant pour lui, l'humain, ça lui permet beaucoup enfin il a beaucoup de lieux qui lui permettent d'avoir des tokens qui lui permettent de ne pas défausser de cartes, donc ça peut même être 10 tokens pour éviter de défausser 10 cartes, c'est assez impressionnant. Enfin bref, puisque dans ce jeu, l'alien est beaucoup plus attaquant et l'humain est beaucoup plus défenseur, même s'il peut attaquer le vaisseau meurt, on le verra après. Il regarde s'il a une des cartes, après les cartes ultimes, les cartes de destruction de lieux sur son display pour pouvoir éventuellement les jouer, et effectivement le Lucifer, on le voit, il est là. Donc, bah, après les cartes ultimes, une carte de destruction lieu, c'est parfait.
Donc, son coût est de 5, mais est-ce qu'il peut le jouer? Bah non, puisqu'il aura une carte. Hein, on reprend le principe, hein. Carte non visible gauche à droite, donc 1, 2. Après les cartes visibles, 3. Mais même s'il avait le droit de défausser, ce qu'il n'a pas le droit de faire la carte ultime, bah, ça fera que 4. Donc il pourra jamais poser le Lucifer en l'état. Il lui faudra plus de cartes. Et, et donc il choisit de jouer le Salvatore d'Alice Strider Creature, puisque celui-là son coût est de 0. Voilà, donc là c'est un exemple de jeu intéressant. Il peut arriver qu'il faille passer. C'est pas très grave, et après il y aura d'autres jets de dés et ça va débloquer les situations. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des possibilités où vous avez des cartes de destruction mais vous n'avez pas de cible, vous avez des cartes de réponse, hein, donc ça c'est des cartes de réaction pour contrer l'adversaire, et donc vous attendez que l'adversaire joue. Et si vous avez fait CDE, vous pouvez pas poser cette carte-là. Et donc là, en l'occurrence, vous pouvez poser aucune de ces deux cartes, pour l'automaton comme pour vous, si vous êtes humain et que vous avez cette configuration. Ça peut être aussi si les cartes sont trop chères. Par exemple ici, le coût est de 5, on n'a que 4 cartes, ça marchera jamais. Donc là, on attend un nouveau jet de dés pour pouvoir révéler d'autres cartes et avoir d'autres opportunités. Ici, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est exactement la même chose. Il est en partie 3, donc il aimerait jouer le Lucifer, mais en fait, puisque c'est un coup de 4 maximum qu'on joue, ce sera ni 7, ni 8, ni 4. Donc, il peut jouer aucune de ces cartes. Même si potentiellement il pouvait, parce que là ça fait 1, 2, 3, 4, et après il peut potentiellement même en défausser une 5e, une 6e, pour pouvoir poser par exemple le Lucifer. Mais il est dans la 3e partie, il ne faut pas qu'il épuise ses cartes. Si la partie 3 est épuisée, c'est la fin du jeu, il a perdu. Donc il va pas le faire, il va patienter, il attend de révéler les autres cartes, voir qu'est-ce qui va se passer. Alors il y a 2 exceptions, parce qu'il a une carte spéciale qui est le Blue Bottle Recon Speeder, qui lui permet donc de défausser une carte de sa main et d'en piocher une nouvelle. Donc dans ce cas-là, il va défausser celle qui coûte le plus cher, donc là par exemple celle-ci, puisqu'elle coûte 8, c'est son titan, et après il recomplétera avec une nouvelle carte, et puis ça donnera plus d'opportunités. Si cette carte n'est pas présente en jeu, il ne peut pas faire son effet. À ce moment-là, il va choisir cette stratégie-là, qui permet tout simplement de remettre toutes les cartes de sa main, donc, qui sont présentement dans le plateau, dans son deck, et puis il va repiocher la même quantité. Par contre, les stratégies, c'est qu'une seule fois, hein, bien sûr. Et donc, voilà, ça c'est la 2e exception. Ensuite, il va essayer d'utiliser les habilités des cartes qui sont en jeu et d'activer, selon la situation, une stratégie. Alors pour les stratégies, elles sont toutes là. Vous voyez, elles sont là. Il n'y a rien de méchant. Ici, si l'humain pose sa base lunaire, il atomise la lune. Sinon, il fait rien. Voilà. Par contre, il y a le petit pion, parce qu'avec l'extension, les cartes coûtent un petit peu plus cher. Donc ça fait piocher pour faire fondre les glaces. Donc, on l'a vu, c'est pour lui éviter de passer, si il n'a pas la carte Blue Bottle Recon Speeder. Voilà. Après ici, traîner l'océan Indien. Donc il le fait systématiquement dès le premier tour. Alors ça, il attaque fort. Voilà. Et donc il va piocher 3 cartes. Par contre, effectivement, ces cartes-là se coûteront un petit peu plus cher. Ici, alors là, c'est pour récupérer des cartes. Et on les remélange, les 5 cartes donc de la défausse, on les remélange dans son deck. Donc là, c'est uniquement s'il a une ou plusieurs cartes ultimes qui sont dans les 5 premières cartes de sa défausse. Et donc quand on doit mélanger, il ne mélange que le tiers concerné. S'il est dans le tiers rouge, il mélange que le tiers rouge, premier tiers. S'il est dans le deck le tiers bleu, le tiers 2, il mélange que le tiers bleu. Et pareil pour le vert. Ici, alors ici c'est pour permettre de gagner en puissance pour drainer davantage. Et donc il va le faire uniquement si l'humain a joué une carte de force 3 ou plus, et seulement si ça lui donne une valeur positive
sur un continent, en delta power value, hein, donc différence de valeur de puissance, toujours pour drainer l'humain. Ça, c'est dès que l'humain va poser un lieu, boum, il le fait, vous voyez, c'est très simple. Mais ne pas oublier que les stratégies ne sont jouées que lors du tour de l'automaton, que lors du tour de l'humain, pas pendant que l'adversaire joue. Celle-ci, c'est pour protéger ses cartes de renfort, soit les cartes rouges invadeurs, soit les cartes violettes désolator. Donc dès que l'occasion se présente. Par contre, il fait un principe d'incertitude parce qu'il n'a qu'une seule stratégie pour la protection de beaucoup de troupes. Déjà, il ne le fait pas pour les troupes qui ont des valeurs de force de 1, de 2 ou de 3. Pour des valeurs de force de 4, et il le fera que sur 1, 2, 3. Il le fera pas à partir de 4, 5, 6. Et pour les valeurs de force de 5, il le fera pour 1, 2, 3, 4, pas pour 5, 6. Et à partir de 6, il le fera toujours. Voilà, donc à nouveau, c'est tout simple avec un petit principe d'incertitude. Pour la dernière stratégie, on voit que c'est une stratégie qui permet d'éviter de défausser des cartes, ça peut faire l'économie jusqu'à 3 cartes, donc c'est quand même intéressant. Mais il devra quand même défausser une carte, 2 cartes ou 3 cartes depuis son deck. Donc vous me direz, bah ça fait pas de différence, il a quand même 3 cartes de perdu, de défausser depuis son deck ou depuis le tableau des cartes de sa main, donc ça fait pas de différence. Bah si, puisque justement, quand il a une carte qui dépasse la capacité de défausse du plateau, et ben il peut aller jusqu'à 3 cartes qui défaussent de son deck pour aller jusqu'à une valeur supérieure. Donc là, dans mon exemple, effectivement, donc là c'est un exemple extrême, puisque j'ai pris un coup de 7, où il peut défausser 4 cartes de son plateau, et 3 cartes depuis son deck. Voilà l'utilité. Donc l'automaton le fera uniquement pour un coût de 4 ou supérieur. Donc là, dans cet exemple, on a une carte qui coûte 8 et qui a une force de 8, donc il aimerait bien évidemment la me poser, sauf qu'on voit que ce sera impossible. Il n'aura pas 8 cartes à défausser. Par contre, 7, c'est possible. Et il a justement la carte Lamprey Offshore Entropy Facility, qui a 7 de force. Par contre, elle coûte 7 aussi. Donc il n'a pas cette carte à défausser, mais grâce à cette stratégie, donc là il a 3 cartes à éviter de défausser. La quatrième et la cinquième, bah, ce sont comme d'habitude des cartes face cachée de gauche à droite. Il lui en manque 2, donc il commence par défausser la plus faible, qui a une force de 4. Et après la dernière, bah, tant pis, il faut la défausser, même s'il est dans le terrain, il peut pas la jouer, donc elle va servir à poser celle qui a une force de 7. Et voilà, donc cette stratégie a permis de poser une créature de force 7 en faisant l'économie de 3 cartes. C'est un exemple, mais elle le fera pour la première carte de valeur 4 ou plus qui se présentera bien sûr. Voilà, donc là on arrive au vaisseau mère. On s'aperçoit que l'automaton ne met jamais de troupes, parce que ça ne fait jamais défausser l'humain. Donc par contre, si l'humain attaque, bah, là ça devient prioritaire, avant même les zones terrestres, car là il risque de perdre 2 crans dans la piste d'invasion, et ça c'est pas bon du tout. Et donc il envoie une force égale ou supérieure, de façon à pouvoir toujours être gagnant au niveau du delta. Il a déjà une force de 1 au niveau de la structure du vaisseau, donc par exemple s'il avait une créature de force 1, bah, ça suffirait pour contrer la force 1 de l'humain. Par contre, si il n'avait pas pu, s'il avait passé, ou s'il n'avait pas les bonnes cartes, ou il avait que des cartes de destruction, et s'il n'avait pas pu mettre de créatures sur le vaisseau mère, et que l'humain, ce petit coquin, il en avait profité pour mettre différentes forces. Donc là, par exemple, on voit 5 de force. Bah, s'il trouve une force de 5, il la met direct, et ça y est, il est déjà positif avec le plus 1. Après, s'il n'a pas de créature de force 5, ou du moins de créature qui peut égaler les troupes humaines, bah, il en mettra plusieurs jusqu'à ce qu'il arrive à un delta positif, tout simplement. Voilà, bon, bah, rien d'autre à ajouter. Après, c'est le Tesseract.
Donc il ne l'utilise jamais pour avoir une remise. Il restera toujours à bord du vaisseau mère, et il va toujours essayer de charger le convertisseur stellaire. Donc il se charge assez rapidement. Il faut que l'humain donc vienne pour contrer cette menace, sinon bah, tous les 3 tours il fait feu et il détruit n'importe quelle carte en jeu, ce qui fait que c'est assez dur pour l'humain à encaisser. Juste après, j'ai mis l'impact des cartes humaines sur l'automaton et quelques précisions pour le joueur humain. Alors l'impact des cartes humaines sur l'automaton, bon, il n'y en a pas beaucoup, donc après c'est des cartes classiques, hein, des troupes, des cartes de destruction, il n'y a rien de méchant. Par contre, donc, si l'humain joue la carte 4 fiches CM Bombe, bah en fait, il paiera toujours, sauf s'il est dans le 3e tiers. Si l'humain joue des armes chimiques ou le hammeride, bah on voit que l'automaton va se défausser d'abord des faces cachées de gauche à droite, hein, comme d'habitude, et ensuite les, les cartes face visible des plus petites aux plus fortes, et si égalité de la plus coûteuse à la moins coûteuse, et si encore égalité, un des 6. Avec le traître, donc si l'humain choisit donc de mettre une carte en jeu depuis sa main gratuitement, bah, bien sûr qu'il va choisir la carte visible de renfort qui aura la plus grande puissance. C'est normal, sinon il fera rien, s'il n'a pas de carte de renfort. Après, si l'humain joue des cartes de réfugiés, à ce moment-là, bah, il va devoir remettre une carte dans sa main. Bah, là, c'est une carte supplémentaire, donc ça dépendra si c'est la 6e, 7e, 8e. Voilà. Et alors pour le colonel Ken, donc s'il demande un sacrifice, à ce moment-là, ce sera une carte rouge, si possible, et donc de la plus faible valeur. Et s'il n'en a pas, bah, à ce moment-là, il jouera un des 6 pour savoir quelle est la carte qui sera sacrifiée. Pour terminer de l'impact des cartes humaines sur l'automaton, bah oui, les cartes Alluring Succubus et Black Narcissus sont des cartes majeures pour des cartes ultimes pour l'humain. Bah, il les apprécie pas, donc ça devient automatiquement la cible prioritaire de toutes les cartes de destruction. Et puis s'il peut les détruire, par exemple avec une carte qui va poser, par exemple là on voit le haut prêtre qui va être posé, bah, il n'ira pas forcément sur le delta le plus avantageux comme il fait d'habitude, il ira là où est la cible prioritaire. Donc par exemple là on voit le haut prêtre, bah, au lieu d'aller dans le Pacific Rim appuyer le Lucifer pour drainer l'humain, en plus il a qu'une force de 1, lui son avantage c'est de détruire une carte de l'humain. À ce moment-là, il va aller dans l'Eurasia et détruire l'Alluring Succubus. Voilà, donc c'était important de le préciser. Ensuite, pour l'humain, donc c'est un même système, hein. Dès qu'on lui demande de piocher, bah, il roule un destin. On lui demande de piocher une autre carte. Bah, là, ça dépendra de pareil, si c'est la 6e, 7e, 8e, 9e ou 10e. Et son Anubis classe submarine, donc ça devient une carte réponse. Voilà, tout simplement. Alors là, par contre, je vous ai fait un beau récapitulatif. Voilà, tout est là. Pour que ce soit plus simple, ici, vous voyez, ça c'est le CDG Solo System. On roule le dé, on consulte, on joue, on défausse, on remplit. Donc la phase principale, on pioche 2 cartes. Donc, bah, c'est le dé de destin. Ça, c'est les cartes d'événements, donc ce sont les cartes de technologie de support. C au plus petit, bah, C c'est le slot C, plus petit c'est la plus petite valeur de puissance. Et là, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, les cartes ultimes, les cartes de destruction lieu, les cartes de technologie ou de support, donc détruire les cartes en jeu, détruire les cartes défenseurs en deuxième, en troisième celles qui ne détruisent pas, en quatrième les renforts,
Donc toujours pareil, de la plus haute valeur de puissance à la plus faible, hein, selon le coup. Et ensuite, pareil, on veut toujours obtenir sur le plateau la delta power value la plus importante. Et si égalité, alors là, bien sûr, on choisira le razzia, parce que si l'humain perd le razzia, il a perdu. Et si à égalité, bah, on jette un dé de 6. Et là, au niveau des priorités, bah pareil, les bonus garantis et après les bonus possibles. Après, si vous avez besoin de détails, bah, vous revenez à la page qui est plus détaillée. Et là, il check. Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Et s'il peut jouer, s'il peut pas, bah, il passe à une autre carte. S'il peut jouer, eh ben, il défausse les cartes de gauche à droite qui sont face cachée. Sinon, les faces visibles, des plus basses aux plus fortes valeurs de puissance, en défaussant jamais les cartes ultimes. S'il doit passer, bah, il passe, et puis bah, voilà, il attendra le prochain dé. Il utilisera s'il peut les cartes en jeu, hein, les capacités des cartes en jeu, et s'il peut, selon la situation, on l'a vu tout à l'heure, les stratégies, ça il le jouera jamais, parce qu'il n'est pas question pour lui de baisser le marqueur d'invasion, et ça c'est pareil, bah, que si vous jouez avec un humain, vous comptabilisez et vous drainez l'humain si c'est nécessaire. Pour terminer au niveau du tour de l'alien, juste à la fin de sa phase principale et avant d'attaquer, il chargera le convertisseur stellaire, et puis s'il est arrivé au bout, bah, il fera feu tout simplement. Et ça pourrait être intéressant avant sa phase d'attaque de détruire une carte humaine qui le gêne. Pour terminer, les deux dernières pages, ce sont des cas particuliers qui permettent, lorsqu'on a la carte et qu'on s'interroge sur ses capacités, de pouvoir la jouer tranquillement. Donc on va regarder quelques exemples. Intruder Driller, Drilling Apparatus, voilà, s'il peut bouger cette carte, bah, il la bougera vers la zone d'invasion la plus forte. Enfin, la zone d'invasion où il obtiendra le delta power value le plus fort. Et donc, par contre, je dis qu'il faut que ce soit possible, parce que dans ce jeu, Pacific Rim n'est pas adjacent à l'Africa. Donc c'est possible que ce soit pas possible, justement. Et bien sûr, s'il est déjà sur le continent où il a déjà la plus forte différence de valeur de puissance, et ben il va pas bouger. Voilà, ça c'est des petits exemples pour chacune des cartes que j'ai mis ici. Hein, rien de méchant. Et ici, alors c'est intéressant, parce que j'ai introduit des valeurs, des principes d'incertitude. Par exemple sur le cancel, donc sur la carte réponse Nanobot Stormcloud, qui sert à contrer le laser satellite bombardement de l'humain, ou le nuke de Mothership. À ce moment-là, il jette un D6. S'il fait 1, eh ben, il ne la jouera pas. Mais sinon, par défaut, bien sûr, il va essayer de contrer le laser satellite bombardement, qui lui-même tue des cartes violettes, donc c'est pas bon pour l'automaton. Le nuke, bah, c'est une chance sur 2, puisque il va jouer le nanobot sauf sur 1, 2, 3. Et pareil ici que sur le nuke de Mothership, à ce moment-là, vous jetez un dé, et s'il fait 1, bah, il le jouera pas. Ici c'est pareil, donc là c'est une carte qui a un potentiel en jeu pour contrer n'importe quelle carte que l'humain va jouer. Donc bien sûr, si c'est une carte ultime qui joue, il va la jouer automatiquement. Et sinon, on retrouve les valeurs d'au-dessus. Voilà, ça permet d'avoir un petit principe d'incertitude qui est intéressant. Pareil pour le faciteur. Le faciteur, lui, détruit tout ce qui n'est pas des lieux, des deux côtés, sur une zone d'invasion. Alors donc c'est assez méchant pour tout le monde, y compris pour l'automaton. Du coup, il va prendre un principe d'incertitude, c'est-à-dire qu'il va jeter un dé et ne jouer cette carte que si le résultat est inférieur à la valeur au delta power value. Par exemple ici on a 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, moins 4 ça fait 2, donc l'alien perd de 2. Il jette le dé, et s'il fait 1, bah, il va jouer la carte, et comme ça il va tout détruire. Comme ça il repart à 0 sur des bases un peu plus saines, mais quand on voit qu'il y a quand même une carte intéressante, et donc la plupart du temps il va, sauf s'il fait 1, et ben il va pas jouer cette carte The Face Eater.
Donc par exemple, il n'aurait pas cette carte, là on aurait une différence de 6, bah effectivement, là ça sera automatique, il n'a même pas besoin de jeter le dé. Voilà. Après le reste, bah, c'est pareil, j'ai détaillé. Ici un tout petit principe d'incertitude. Et là, deux choses qui sont très intéressantes, pour terminer, puisque c'est la dernière page. On a les destructions de location, donc plus il y a de tokens dessus, et plus on va les détruire. Celle-ci, puis celle-ci, puisque là il y a 3 tokens, 2 tokens. Là il n'y a plus de tokens ni là ni là, mais on a une force de 3, là on a une force de 0. Donc ça c'est pour détruire les lieux, c'est les priorités. Et, dernier exemple, pour détruire tout ce qui n'est pas lieu. Donc là j'ai mis 2 exemples. Donc bah en fait c'est toujours pareil, on détruit pour obtenir la plus grande différence de valeur de puissance, donc sur les 3 zones d'invasion terrestre, mais ça fonctionne aussi sur la Mothership Invasion Zone, donc la zone d'invasion du vaisseau alien. Donc par exemple ici, on a le Hammerhead, hein, le Hammerhead qui est là, il a une force de 3, et ici on a une force de 2 puisqu'il y a Paris, donc ça fait plus 1 pour le Heavily Armored Resistance. Et donc on regarde qu'est-ce que ça donne. Alors pour le Razia, ici il perd de 2, puisqu'ici il a 3, ici plus 5, ça fait 8. 8 moins 6, bah il perd de 2. Et ici, là on a 3 et 2, 5, et là il a 7. Bah là il gagne de 2. Donc qu'est-ce qui va être plus intéressant? Eh ben de détruire, même si elle est plus forte, enfin plus faible que l'Hammerhead, cette carte. Parce que là, du coup, on va basculer en détruisant cette carte à plus 4. Donc l'humain va défausser 4 cartes. Alors que s'il l'avait fait sur l'autre, bah, l'humain va défausser que une carte. De moins 2, on passe à plus 1, c'est pas terrible. Là, de plus 2, on passe à plus 4, c'est beaucoup mieux. Là, on va faire défausser 4 cartes à l'humain. Donc s'il y a égalité, j'ai mis un exemple, s'il y a égalité, à ce moment-là, on prend la carte qui a le plus haut coût. Parce que en fait, l'humain, s'il récupère des cartes, par exemple ici, il a une carte qui lui permet de récupérer la première carte de sa défausse, et ben, il va devoir payer une deuxième fois s'il la récupère. Donc par exemple ici, on a le Nimitz qui est en Afrique, hein, donc plus 3, et 3, 6, donc là, l'alien perd de 2, et ici, on a 3 et 2, 5, et 5, 10, 10 moins 8, il perd de 2, donc là c'est égalité. Donc on se dit, bah oui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est pour ça que j'ai fait cet exemple, s'il y a égalité. Bah, en fait, il va choisir le Nimitz. Pourquoi? Parce que ici, l'Aurora, il coûte 0, alors que le Nimitz coûte 3. Voilà. Donc, l'humain devra repayer 3, alors qu'avec l'Aurora, il va repayer 0. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Eh ben, de détruire le Nimitz. Voilà, vous avez tous les cas de figure. Donc voilà un exemple. Premier exemple. On a une configuration de base avec 2 cartes visibles sur le slot A et slot B, puis 3 cartes face cachée sur le slot C, D, E, tout comme une configuration de premier tour. Donc là c'est le premier tour de jeu, et on voit que selon le manuel c'est l'alien qui doit commencer. Donc si on regarde le tour, donc il va piocher 2 cartes, donc il va devoir rouler 2 dés de destin. Donc là on va voir les phases qui vont sortir. Et ici l'humain donc commence avec le colonel Ken en Afrique. Donc là on obtient Rim Reaper Device. Regarde, il n'a pas de carte ultime, il n'a pas de carte de destruction de lieu. Est-ce qu'il peut jouer une carte de soutien de technologie? Oui, elle peut détruire 2 cartes potentiellement, même s'il peut en détruire qu'une, bah il va le faire. Donc il défausse sa carte et la carte du colonel Ken. Et puis un autre héros arrive et il remplace la carte qui est partie, qui a été utilisée par une carte de son deck face cachée. Donc on continue. Donc là il va relancer le dé pour voir ce qui va se passer. Donc là il va essayer de jouer la carte
de renfort la plus forte, puisqu'il n'a pas de carte ultime, il n'a pas de carte de destruction de lieu, et il n'a pas de carte de technologie ou de soutien. Donc, quelle est la carte la plus forte en DE? Eh ben, c'est la carte Medusa Assaut Véhicule Force 5. Par contre, elle coûte 3. Donc là, il va défausser la carte qui est face cachée, puis les cartes les plus faibles, donc les deux premières cartes. Voilà. Donc là, il a payé le coût de la carte. Maintenant, il faut voir sur quelle zone d'invasion il va placer son renfort. Si on regarde le Pacific Rim, il a un delta de 3, l'Eurasia un delta de 5, et l'Afrique un delta de 3. Donc comme il y a égalité et qu'il ne s'agit pas de l'Eurasia, il doit jeter un dé pour trancher. Donc le résultat étant de 1, on voit qu'il déploiera son Medusa sur le Pacific Rim. On repioche et on reprend à partir de son deck des cartes face cachée sur les différents slots. Donc là, il a joué ces deux cartes, il a pioché deux cartes, il a joué ces deux cartes. Voilà, donc il a suivi l'ordre standard. Et ensuite, donc là, il n'y avait pas de problème, parce que de toute façon, c'est le début du jeu, il était dans le tier 1. Et puis, ensuite, vous avez vu comment il se défausse, carte face cachée de gauche à droite, puis les cartes visibles de la force la plus faible à la plus haute. Et il n'a pas eu besoin de passer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il regarde s'il a des choses en jeu. Donc là, c'est pas le cas. Il n'a pas d'effet. Le seul effet qu'il a, c'est si la carte meurt, il doit repiocher une carte. Là, il va regarder s'il peut faire une stratégie. On va regarder ça. Au premier tour, il fait le drain de l'océan Indien. Il commence pour avoir des ressources à prendre l'eau de l'océan Indien. Donc là, on bouge le token de 2 crans vers le bas. Alors je l'ai placé à 12 parce que là je joue avec l'extension, mais sinon il démarre à 10. À présent, il va piocher les 3 cartes que lui donne la stratégie. Donc cette carte est une carte réponse. Donc en fait, il peut pas la jouer, lancer. Donc il peut mettre le renfort le plus petit. Donc ce sera le Kraken. Donc il défausse une carte. Donc toujours pareil, face cachée de gauche à droite. Donc là, une seule carte à défausser, et puis deux de son deck. Ensuite, pour les mêmes raisons que vu précédemment, ce sera le Pacific Rim qui sera choisi. Il complète le plateau. Pour la deuxième carte, on voit que ce sera la Black Widow Walker. Elle est gratuite, donc pas de carte à défausser, et bien sûr, dans le Pacific Rim. Là, il se dit, chouette, j'ai une carte ultime, je vais peut-être pouvoir la jouer. Mais en fait, non, parce que si on regarde le tableau en détail, donc au niveau de la carte, on s'aperçoit qu'en fait, c'est valable que s'il perd. Il va pas la jouer s'il gagne. Donc là, il a déjà une valeur positive de 6. Donc non, il va pas la jouer. On voit que plus il est perdant, et plus il a envie de jouer cette carte. Mais s'il gagne, il va pas le faire. Donc s'il peut pas jouer de carte ultime, il n'a pas de carte de destruction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'amener des renforts. Donc là, on voit qu'il a une carte de force 3. Malheureusement, elle a un coût de 4, et il ne peut défausser que 3 cartes au maximum, puisqu'il ne défausse jamais les cartes ultimes. Donc il est obligé de passer. Avant d'attaquer, l'alien commence à charger son convertisseur stellaire. Phase d'attaque, l'humain devra se défausser de 6 cartes. Donc c'est enfin à l'humain de jouer. Il va essayer de jouer une carte de destruction, donc une attaque par un missile nucléaire. Mais l'alien riposte par sa carte réponse, donc les 2 cartes sont défaussées. Du coup, l'humain peut tranquillement maintenant lancer sa bombe d'antimatière, puisqu'il n'y a plus de réponse. Bien sûr, il va dégommer la carte la plus forte. Donc là, puisque la carte va à la défausse, puisqu'elle a été détruite, eh bien, l'automaton va avoir une 6e carte. Sur le slot A,
fin du tour de l'humain, pas de drain, puisque l'attaque c'est seulement au niveau de la fin du tour de l'alien. Donc là c'est un nouveau tour pour l'automaton. Donc pour savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, on reprend la feuille récapitulative. Donc parmi les slots A, B et C, pas de carte ultime, pas de carte de destruction de lieu. Donc ça va être soit une carte technologique, soit une carte de soutien. Et justement, il a les processeurs atmosphériques qui sont une carte de soutien. Donc le processeur atmosphérique, lui, il demande un sacrifice, donc d'une carte rouge, Invader, et donc qui n'a pas une force supérieure à 1. Donc on va regarder. Cela tombe bien, il a justement une carte qui a une force de 1. Donc il défausse la Black Widow Walker, et maintenant qu'il a payé le coût du processeur atmosphérique, il peut détruire la carte humaine. Les deux cartes sont défaussées. Puis il va piocher sa deuxième carte. Puis il va essayer de jouer sa deuxième carte. Comme il ne peut toujours pas jouer la carte ultime, il va jouer le renfort. Ne défaussant jamais les cartes ultimes, pour un coup de 4, il défausse toutes les autres cartes. Cette carte doit être jouée en Eurasia, obligatoirement. À présent qu'il a posé ses cartes, il regarde s'il n'a pas des effets de jeu sur les cartes présentes en jeu. Bah justement, c'est le cas. Sur l'Eurasia, du fait de la capacité de la carte de Reaper, l'alien continue de charger son convertisseur stellaire. À la fin de son tour, le joueur alien n'aura pas réussi à drainer le joueur humain. Par conséquent, il faudra qu'il descende d'un cran le marqueur de la piste d'invasion. Autour de l'humain, qui pose un Hammer Id, qui détruit une carte Invader. Bien sûr, il choisit Kraken. Puis il déploie des troupes sur le vaisseau mère ennemi, pour pas que le convertisseur stellaire se charge. Enfin, il attaque l'homme Overship, et comme il est plus fort, il inflige un dégât au vaisseau mère, gagne un jeton pour son centre de commandement, et force l'alien à repartir à zéro sur le chargement de son convertisseur stellaire. Tout cela n'est pas du goût de l'alien, qui va donc riposter par les cartes ultimes. Pour l'ordre, il suffit de reprendre le récapitulatif. On voit qu'il va d'abord jouer le vaisseau mère, puis le Face-Eater. Pour son croiseur, son coût est normalement de 0, ainsi que de 3 cartes à drainer pour son deck. Mais comme il a joué la stratégie du drainage de l'océan Indien, il a un coût supplémentaire pour les cartes de pyramide. Donc il défausse la première carte face cachée, il déploie cette carte au niveau de son vaisseau mère, et par son effet de jeu peut détruire la carte humaine. Pour jouer sa deuxième carte ultime, il faudrait qu'il fasse DE. Par chance, c'est ce qu'il fait. Donc à présent, on va regarder le delta. On arrive à un total défavorable de -7. Donc on voit qu'il va jouer la carte automatiquement, sans lancer de dés. Donc il va la jouer puisque le delta est plus fort que le dé. Et puis pour le payer le coup, il a juste à défausser la carte la plus à gauche qui est cachée. Donc à présent, il va faire ménage sur le Pacific Rim. On va s'arrêter là pour ce début de partie. Je pense que vous avez vu pas mal d'exemples et surtout la mécanique qui est à mettre en place. Honnêtement, une fois qu'on est lancé dans la partie, c'est assez fluide. Là, je prends beaucoup plus de temps pour vous expliquer, mais c'est assez fluide. Voilà, on arrive à la conclusion. Donc, j'espère que vous essaierez de jouer à ce jeu qui le mérite. Il est passé un petit peu trop sous les radars à mon goût. Et donc, je me disais que permettre de jouer en solitaire permettrait de le remettre un peu sur le devant de la scène. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. Et puis j'espère que
ça vous a quand même intéressé.